Et à l'issue de cette traversée du grenier de la France, de la Beauce, restent ces interrogations. Le glyphosate est-il dangereux? Les consommateurs doivent-ils mieux savoir ce qu'ils veulent? Tout comme les gouvernements qui concluent des accords de libre-échange jugés sévèrement par les agriculteurs. Et quel modèle agricole imaginer pour demain? C'est avec toutes ces questions que nous laisse ce film La Beauce, le glyphosate et moi, ce film d'Isabelle Véron. Et pour approfondir, à présent, j'accueille sur ce plateau Joël Labbé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur écologiste du Morbihan et vous êtes notamment à l'origine de la loi Labbé qui interdit l'utilisation de pesticides dans l'espace public. Avec nous également à distance, Olivier Andro, bonjour. Vous êtes chargé de mission alimentation à l'association de consommateurs, l'UFC Que Choisir. Également pour ce débat, nous sommes avec Bertrand Aumont. Vous êtes agronome du Conseil en chambre d'agriculture en Normandie. Et enfin, sur ce plateau, Maxime Buzard-Blondeau. Vous êtes producteur de céréales et de betteraves et vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs du Loiret. Merci à tous les quatre d'être présents pour ce débat pour Un monde en doc. Tout d'abord, ce film choisit de s'intéresser à des parcours d'agriculteurs différents, dans l'agriculture intensive, raisonnée, bio. Il choisit aussi de ne pas trancher. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce parti pris, Maxime Buzard-Blondeau ? C'est un excellent film. Pour la première fois, le sujet des pesticides est abordé de manière apaisée, calme, sans chercher à déformer ce que dit la science, mais bien en s'intéressant à ce qu'attendent les citoyens et à la capacité qu'ont les agriculteurs à respecter les attentes du citoyen et les demandes des hommes et des femmes politiques. Donc un film très équilibré, particulièrement intéressant et qui permet, je pense, d'aborder le sujet des pesticides qui est un vrai sujet de société de manière sereine. Oui, Olivier Andro, on est d'accord pour dire sur ce plateau que c'est un point de vue plutôt nuancé. On a vu une pluralité de parcours et aussi on voit beaucoup d'agriculteurs qui n'en peuvent plus d'être perçus comme des empoisonneurs par les Français. C'est le mot très fort que certains emploient. Vous diriez qu'aujourd'hui, il y a cette fracture entre les Français et leurs agriculteurs, une fracture qui existe vraiment aujourd'hui ? Je n'ai pas des éléments d'expertise pour dire s'il y a réellement une fracture entre les agriculteurs et les consommateurs français. En revanche, je pense qu'il y a une véritable prise de conscience aussi bien de la part des agriculteurs, et c'est ce que montre ce documentaire, et c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a des agriculteurs qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, avec l'impact quand même assez néfaste non seulement du glyphosate, mais des centaines d'autres de molécules qui sont autorisées actuellement. Et donc ça fait partie de la bonne nouvelle, et puis d'autant plus qu'on sait qu'il est possible de faire autrement. Et puis d'autre part, vous avez également de plus en plus de consommateurs qui se rendent compte qu'à travers leur acte d'achat, eh bien, ils peuvent continuer à pérenniser un mode agricole dont on se rend compte qu'il va droit dans le mur. Et en revanche, on voit que de plus en plus de consommateurs se disent qu'en achetant des produits d'agriculture biologique, par exemple, eh bien, ils permettent d'encourager les agriculteurs qui ont choisi une autre voie qui est plus respectueuse de l'environnement, mais aussi du consommateur. On va évoquer de façon plus précise le rôle des consommateurs dans tout cela. Mais Bertrand Aumont, je reviens à cette question. Est-ce que pour vous, il y a encore aujourd'hui cette fracture entre les Français et le monde de l'agriculture et notamment liée à la question des pesticides ? Alors je crois que de ce point de vue-là, je vais pouvoir que confirmer ce qui a été dit avant. Alors elle n'existe peut-être pas que à propos des pesticides, mais en tout cas c'est forcément le sujet peut-être le plus en pointe pour illustrer cette fracture. Mais je ne sais pas si le mot fracture est adapté. Dès qu'il y a des relations encore humaines avec le monde agricole, alors c'est beaucoup plus facile. Et on peut quand même encore espérer qu'il y a de proche en proche pas mal de gens qui ont des liens. Mais c'est ce type de lien qu'il faut cultiver pour éviter la fracture. Et effectivement, après les pesticides, de manière également logique, finalement, se retrouvent en pointe parce que maintenant, c'est quand même très connu leur effet éventuellement sur la santé et l'environnement. Donc, de façon assez logique, les consommateurs font le lien. Oui, vous le dites, les effets sont connus, ceux des pesticides sur l'environnement. Mais tout de même, on sort de ce film avec une question un peu sans réponse. Le glyphosate est-il dangereux ? Isabelle Véron préfère ne pas se positionner sur le terrain de l'enquête scientifique. Joël Labbé, et pourtant, il y a le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS, qui l'a classé en 2015 cancérogène probable. Mais vous entendez aussi, notamment dans ce film, des agriculteurs qui disent « mais il y a
bien d'autres produits qui sont aussi cancérogènes. Vous, quelle est votre position? D'abord, il y a aussi d'autres produits. Le glyphosate en est un qui est très largement suspecté. Et on parle du glyphosate, mais on ne parle pas du Roundup. Dans le Roundup, il n'y a pas que du glyphosate qui est l'une des molécules actives. Le Roundup, c'est cet herbicide de Monsanto, dont on a beaucoup mais parlé. Dans lequel, on le voit dans le film, où le mélange se fait entre le glyphosate et les adjuvants. Et parmi les adjuvants, il y a aussi des molécules actives qui, celles-là, ne sont pas déclarées. Il y a des scientifiques qui actuellement travaillent là-dessus, et l'effet cocktail entre les deux fait qu'on parle de 1000 fois plus toxique que le seul glyphosate. Je parle d'une parole scientifique dont on parlera dans les mois qui viennent. C'est dire si... alors, le glyphosate fait débat, mais derrière le glyphosate, c'est tout un panel de pesticides qui sont au cœur d'un modèle agricole qui est tenu par certains, par les tenants d'un modèle qui fait que les agriculteurs qui disent « mais moi, les produits que j'utilise sont autorisés, donc ils ne sont forcément pas si mauvais que cela, et on ne peut pas leur dire « vous n'avez pas le droit de le faire ». Donc c'est là où le rôle de la science, mais de la science au sens large et ouvert. Le rôle des politiques, parce qu'au final, c'est nous qui légiférons. Notre rôle est essentiel par rapport à ça. Vous êtes d'accord avec cela, Maxime Buzard-Bondeau? Est-ce que pour vous, la dangerosité du glyphosate, elle est claire, elle est avérée, elle est démontrée? Je n'ai pas d'avis sur la dangerosité du glyphosate. Je ne suis pas scientifique. Et j'allais dire que ce n'est pas le rôle des agriculteurs d'avoir un avis sur la dangerosité des produits phytosanitaires. Mais des produits qu'ils doivent utiliser. À partir du moment où on utilise des pesticides, que ce soit des pesticides naturels ou des pesticides de synthèse, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique. Et en fonction de l'usage qu'on en fait, des doses que l'on utilise, évidemment, ça présente un danger pour l'humain, pour la santé, mais également pour l'environnement. Vous en utilisez, vous, du glyphosate, des pesticides? J'en utilise le plus modérément possible, tant parce que c'est ma préoccupation de prendre soin de mon outil de travail, qui est ma terre et mon environnement, que aussi pour prendre soin de ma santé et de celle de ceux qui m'entourent. Mais le sujet pour les agriculteurs, c'est pas de juger de la dangerosité d'un produit. Pour le coup, il y a des experts qui sont extrêmement compétents, des agences publiques qui sont là pour ça. Le rôle des agriculteurs, c'est de nourrir la population en respectant les règles qu'ils nous ont données. Aujourd'hui, pour le moment, le glyphosate est autorisé, et en veillant à respecter les attentes sociétales qui sont très contradictoires. On veut une nourriture abondante, à bas coût, et en même temps, on veut des pratiques agricoles, ce qui est assez différent, des pratiques agricoles de plus en plus vertueuses. Oui. Et on se rend compte, je pense, très bien dans le reportage, que c'est une équation qui est insoluble tant que le citoyen n'assumera pas son rôle de consommateur. Olivier Andro, ça vous fait réagir ce que l'on dit sur ce plateau? Oui, tout à fait, parce que lorsqu'on se repose sur les instances d'autorisation des pesticides au niveau européen, au niveau national, au niveau international, il faut que les téléspectateurs soient conscients d'une chose, c'est que ces autorisations se font quasiment toujours sur la base d'études scientifiques qui sont transmises par les fabricants de pesticides eux-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a un biais majeur déjà dans les procédures d'autorisation. Deuxième biais qui est rarement connu, c'est que alors même qu'on parle depuis maintenant plus d'une décennie des perturbateurs endocriniens, il y a un consensus depuis au moins 10 ans sur ce principe-là, on ne teste pas actuellement, en tout cas pas de manière sérieuse, si les pesticides, lorsqu'on va les autoriser ou leur redonner une réévaluation, ne vérifient pas si par hasard ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens. On ne vérifie pas non plus s'ils n'ont pas un impact avec d'autres molécules chimiques pour voir s'il n'y a pas ces fameux effets cocktails. Donc vous voyez que ces fameuses procédures d'autorisation sont très insuffisantes pour donner une garantie sanitaire ou environnementale. Et dernière chose, je voudrais quand même rappeler que ces pesticides qui sont utilisés, même s'ils sont utilisés en conformité avec la réglementation, on les retrouve la plupart du temps dans les tests comparatifs que nous réalisons sur les fruits et légumes. En effet, même si généralement, ces produits sont à des niveaux qui sont inférieurs aux doses maximales autorisées, imaginez que un ou plusieurs des pesticides présents dans ces fruits et légumes soient des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des produits qui peuvent être actifs à des doses extrêmement faibles, donc inférieures à les doses maximales autorisées, ça pose un problème sanitaire. Alors qu'en revanche, sur les produits d'agriculture biologique, nos tests comparatifs montrent qu'il y a une absence totale de résidus, lorsqu'elle est présente, c'est à des présences de traces.
Bertrand Aumont, vous voulez réagir également? On entend Olivier Andro qui dit parfois ça peut être autorisé, mais on ne fait pas absolument tous les tests. Et puis il y a des tests auxquels on ne peut pas forcément se fier, car cela vient des producteurs de pesticides aussi. Je pense qu'il y a un sujet qu'il faut évoquer, c'est que le glyphosate a été pointé notamment par rapport à une décision effectivement du chef de l'État en 2017. En réalité, M. Labbé a parlé de cocktail, mais il y a aussi un deuxième concept qui est le cumul. Il y a quand même un plan qui s'appelait Ecophyto, qui a 10 ans maintenant, et qui, lui, visait l'ensemble des pesticides. C'est-à-dire qu'il faut éviter aussi, que ce soit avec les agriculteurs ou les consommateurs, de pointer un produit par produit, considérant que s'il passe la barre de cancérigène, il est très mauvais, et que s'il est juste en dessous de la barre, il serait bon. Ça, c'est une fausse idée en science. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on dise ça aussi. Le glyphosate est un révélateur, mais en réalité, si on travaille produit par produit, on va pas s'en sortir. Et Maxime Buzard-Blondeau, vous parliez de l'utilisation que vous faisiez du glyphosate, des pesticides, vous dans votre exploitation. Et il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui témoignent dans ce film. Parmi eux, Jean Bernard, c'est un agriculteur conventionnel, non conventionnel, puisqu'il a choisi de réduire son recours au glyphosate. Et pourtant, nous explique-t-il, il se retrouve bien. Je compare avec mes collègues agriculteurs, avec les comptes du centre de gestion, donc il n'y a pas moyen de tricher. Et je suis toujours pareil en termes de compétitivité, j'ai les mêmes marges à l'hectare. Parce que ça te coûte moins en produits phyto. Parce que j'ai un peu moins de rendement, mais j'ai moins de produits phytosanitaires, j'ai moins de coûts de production. Donc la marge au bout, c'est le produit moins les charges. Et au bout du compte, c'est pareil, j'ai un peu moins de produits, mais j'ai un peu moins de charges, la marge est bonne. Et tes collègues qui sont autour de toi, qu'est-ce qu'ils pensent de ton discours? Le discours que j'entends assez régulièrement, c'est très bien, c'est vachement bien ce que tu fais. Par contre, moi, chez moi, je ne pourrais pas parce que j'ai des trop mauvaises terres. Et puis l'autre, il va me dire, moi, je ne peux pas parce que j'ai des trop bonnes terres, j'ai un trop gros potentiel, donc je ne pourrais pas faire ça. Et finalement, tout le monde a plein de bonnes raisons pour ne pas faire. Maxime Buzard-Blondeau, est-ce que ça vous fait réagir un agriculteur qui est resté en conventionnel, mais qui réduit son utilisation de pesticides et dit, ceux qui ne veulent pas le faire, ils sont aussi parfois de mauvaise foi? Je pense que l'agriculture est un monde en grand bouleversement. Les pratiques agricoles ont énormément changé, particulièrement depuis la PAC de 92, qui a induit un changement d'approche de la manière de produire et derrière de commercialiser nos productions. Là où je regrette un petit peu son ton ironique, c'est que la réalité du terrain, elle est extrêmement diverse. L'agriculture française, aujourd'hui, elle est plurielle. Même sur un territoire qui a tendance à être caricaturé, comme la Beauce, on a une diversité de types de production, de types de sols, de volonté des agriculteurs. C'est ce que montre le film, d'ailleurs, il y a une pluralité. Et pour le coup, ce qui est applicable à cet agriculteur-là ne sera pas forcément chez moi. Il faut que chacun puisse tenir compte de son exploitation, de son environnement, de sa volonté, de l'attente aussi derrière des acheteurs et donc du consommateur. Il faut aussi du volontarisme et la volonté de changer ses pratiques. La volonté, elle est là, elle arrive petit à petit. Je pense que tous les agriculteurs aujourd'hui sont pleinement conscients des fortes attentes de la société, que ces pratiques nouvelles, elles sont intégrées, mais elles demandent du temps. Et c'est aussi un des messages qui est porté, je pense, dans ce film, c'est que les changements de pratiques agricoles ne se décrètent pas du jour au lendemain. On ne peut pas, comme sur une voiture ou sur un jouet ou sur un produit de consommation courante, dire du jour au lendemain, la norme c'est ça. Nous, on ne fait qu'une seule récolte par an qui est soumise aux aléas climatiques et donc les changements de pratiques agricoles demandent du temps. Et je pense qu'on y reviendra sur la promesse non tenue du président de la République. Elle n'était pas tenable. Bertrand Aumont, est-ce que ça passe aussi par l'enseignement en lycée agricole? Il y a une séquence aussi là-dessus dans le film. On voit qu'on enseigne des pratiques d'agronomie, mais ça reste quand même, semble-t-il, parfois un petit peu anecdotique, ou est-ce que vous diriez que ça a une place de plus en plus importante aujourd'hui dans l'enseignement? L'État avait la main sur l'enseignement agricole et c'est bien normal via la réforme des programmes. Et donc l'État a effectivement activé, en même temps qu'Ecophyto d'ailleurs, le plan enseigner autrement, en parallèle de produire autrement. Donc ça veut dire que les modules d'enseignement ont changé, mais il faut aussi nuancer au sens où moi je suis très souvent en contact avec des élèves ou des enseignants, voire avec les directeurs d'exploitation agricole des lycées. Et en fait, les élèves ne sont pas uniquement au lycée, ils sont aussi dans un milieu socio-professionnel. Ils vont en stage, ils sont souvent issus du milieu agricole, pour à peu près la moitié,
Et s'ils n'y sont pas, ils vont dans des fermes. Donc en fait, c'est toujours la même chose. Ça ne change pas juste par l'enseignement. Il y a même des enseignants qui sont en difficulté parce que voilà, on peut leur reprocher d'enseigner à produire autrement. Par rapport à ce que dit M. Blondeau, bien sûr, et par rapport à ce qu'a dit le témoin dans le film, qui donc est quelqu'un avec qui je travaille depuis très longtemps, c'est pas de l'ironie, c'est juste que de fait, oui, alors à la fois, M. Blondeau, effectivement, à la fois il faut du temps, oui c'est vrai, c'est un fait, il n'y a qu'une récolte par an, donc ça fait pas tant que ça tous les 10 ans, mais néanmoins, il y a juste un souci quand même, c'est que ça fait... moi j'ai commencé à travailler dans cette voie-là en 95, après la PAC 92. Et avec des programmes nationaux, des dispositifs nationaux qui ont eu un certain nombre de noms. Ça veut dire que cette voie-là, elle est à peu près connue depuis 25 ans, et depuis 10 ans, il y a le plan Éco-Phyto. Il n'y a jamais eu autant de ressources en agronomie mobilisables. La question, c'est que ça fait 10 ans que c'est très peu mobilisé. Donc c'est pas de l'ironie que développe Jean-Bernard Lévy, c'est simplement le regard que ça fait 10 ans que lui ou d'autres entendent ça autour d'eux. C'est-à-dire on les trouve sympathiques, mais où on va leur dire mais non, mais nous c'est toujours pas faisable. Donc à un moment donné, la part de l'État, et je suis pas sûr que le retrait d'un seul produit soit la bonne solution, c'était quand même qu'on réduise vraiment l'ensemble des phytos, quitte d'ailleurs à ne pas passer à du zéro pour le glyphosate. C'est-à-dire en gros, vraiment, et alors là, simplement si vous voulez, et il n'y a pas de recherche de culpabilité là-dedans, c'est oui, il y a des choses disponibles depuis 10 à 15 ans, et on ne peut pas toujours dire qu'on ne les mobilise pas parce qu'on n'a pas d'alternative. Olivier Andreau, on a commencé à en parler tout à l'heure, le rôle du rôle du consommateur et de sa part de responsabilité dans la chaîne. Vous disiez qu'il y a des attentes nouvelles aujourd'hui de la part des consommateurs, mais est-ce que ça se double vraiment d'actes aujourd'hui? Est-ce que les caddies aujourd'hui suivent davantage les grands principes? Oui, ça c'est clair. On a vu que sur les 2-3 dernières années, le bio a augmenté avec une croissance à 2 chiffres, ce qui est quand même exceptionnel. Donc il y a une vraie prise en compte de la part des consommateurs de cette problématique environnementale. Ils savent que leur acte d'achat a un impact déjà sur leur santé. Comme je vous l'ai dit, il y a quasiment pas de résidus de pesticides dans les produits bio, à l'inverse des produits conventionnels, et puis un impact au niveau environnemental. Maintenant, le problème, c'est évidemment, quand on va acheter bio, c'est plus cher. Donc nous, ce qu'on ne voudrait surtout pas, c'est que le bio soit réservé finalement à une élite, aux consommateurs qui ont les moyens de se l'acheter. Et la raison pour laquelle le bio est le plus cher, en fait, c'est pas une raison, c'est plusieurs raisons. Il y a déjà une première raison qui est tout à fait justifiée, c'est que le niveau des rendements au niveau des champs, du fait de l'absence d'utilisation de pesticides de synthèse ou bien d'engrais de synthèse, c'est fait qu'on ne va pas booster artificiellement la capacité de production, donc on produit moins. Donc ça, c'est tout à fait normal qu'on paye un petit peu plus cher. En revanche, il y a une deuxième raison qui, elle, est tout à fait injustifiable, c'est que nous avons fait déjà 2 études sur les marges réalisées par la grande distribution sur le bio, et on se rend compte qu'en moyenne, la marge réalisée par la grande distribution est pratiquement double sur les produits bio par rapport aux produits conventionnels, fruits et légumes. Et puis il y a une troisième idée que je voudrais introduire, c'est finalement, on dit quand même les produits conventionnels c'est beaucoup moins cher que les produits bio, il ne faut pas oublier cette idée, ça serait dommage finalement de faire porter aux consommateurs un surcoût à travers des achats de bio. Mais la question, est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi est-ce que les productions conventionnelles sont aussi peu chères? Actuellement, cette agriculture conventionnelle pollue énormément. On a la norme maximale en pesticides sur l'eau du robinet qui est dépassée dans la moitié des rivières et des fleuves du territoire français, sur le tiers des nappes phréatiques. Donc ça veut dire que si on veut faire de l'eau du robinet à partir de ces sources-là, il faut qu'on dépollue. Et cette dépollution, vous savez comment ça coûte? Ça coûte entre 660 millions d'euros et 1 milliard d'euros par an. Et ça, ce n'est pas les agriculteurs conventionnels qui le payent, c'est les consommateurs. Donc, vous voyez, il y a peut-être des coûts induits, des coûts externalisés qui ne sont pas pris en compte par l'agriculture conventionnelle. Joël Labbé, vous êtes d'accord avec cela? D'une part, le bio, c'est trop cher parfois, mais ce n'est pas toujours justifié. Et puis, il faut aussi prendre en compte l'ensemble des coûts de l'agriculture conventionnelle. Tout ça, le consommateur doit l'avoir en tête lorsqu'il fait son acte d'achat?
Oui, alors là encore, il y a le consommateur, il y a les consommateurs avertis maintenant qui font leur choix. Il y a hélas par rapport au prix, effectivement, une partie des consommateurs qui ne peuvent pas. Mais par rapport aux trois motivations sur les coûts, je partage ce qui vient d'être dit en insistant sur le troisième, les externalités négatives générées par l'agriculture intensive. On l'a dit, sur l'eau, sur le sol, sur l'air, sur la santé humaine, sur les pollinisateurs également. Économiquement, ce sont des fortunes qui ne sont pas prises en compte quand on fait les calculs. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'associations, de syndicats et de politiques aussi demandent avec force des paiements pour services environnementaux dans le cadre de la PAC, justement pour favoriser l'agriculture vertueuse et pénaliser l'agriculture qui ne l'est pas. C'est juste de la justice, celle-là. Et pour continuer juste un tout petit peu sur la question des modèles, alors... Vous dites qu'il faut du temps, ça fait 15 ans qu'on entend dire qu'il faut du temps. Mais il y a un moment, effectivement il faut un peu de temps, mais il y a un moment où il faut donner les orientations et celles-là ne sont pas données parce qu'un certain nombre de tenants de l'agriculture productiviste ne veulent absolument pas bouger. Ils attendaient les dérogations pour les néonicotinoïdes, ils les ont, ils les attendent pour le glyphosate, ils vont les avoir sans doute, alors qu'il est important de se donner des trajectoires de sortie parce que la France s'est engagée dans le cadre du plan Ambition Bio à 15% de terres agricoles en 2022, c'est demain, et l'Europe 25% en 2030. Tout converge vers là. L'expérimentation est déjà faite par l'agriculture biologique. Alors discutons entre nous sur les moyens d'y arriver. Et les États aussi dans ce contexte doivent d'être aussi cohérents et l'une des questions qui est abordée dans ce documentaire, c'est aussi la question des accords de libre-échange, la question de ces produits importés, autorisés par l'Union européenne et des produits qui n'ont pas besoin de respecter les normes qui sont imposées aux agriculteurs français. J'ai vérifié cette histoire de limite maximale de résidus sur le site officiel de la Commission européenne. J'ai découvert qu'on autorisait jusqu'à 200 fois plus de résidus de glyphosate dans les produits agricoles qui viennent de pays où on peut le pulvériser directement sur les cultures, ce qui est interdit en France. Cette concurrence déloyale est intenable pour les agriculteurs. Et moi aussi, ça me met en colère. Parce que ces produits, je les achète tous les jours sans le savoir. Maintenant, je ne regarde plus les emballages de la même façon. Maxime Buzard-Blondeau, est-ce que vous pensez que ces accords de libre-échange qui existent déjà depuis des années, le dernier bien sûr c'est le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, ce sont pour vous des accords déloyaux ? Depuis 70 ans, de manière continue, les politiques publiques ont poussé à produire une alimentation en quantité, une alimentation en qualité. Aujourd'hui, je n'entends pas les discours qui disent qu'on aurait une alimentation des Français qui ne serait pas sûre, qui serait dangereuse. Oui. C'est irresponsable de mon point de vue de porter ce message-là. Là, je vous parle précisément des accords de libre-échange. Et une alimentation en volume constant. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, il y a encore quelques décennies, des crises alimentaires qui parcouraient le monde. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Grâce à l'agriculture intensive, grâce à une agriculture qui s'est professionnalisée, on a acquis de la stabilité. Et ce qu'il se passe, c'est que malheureusement, depuis des années et des années, notre agriculture qui est de plus en plus vertueuse et qui répond à des objectifs supplémentaires de stockage de carbone, de diminution des intrants, de préservation de la biodiversité, est en concurrence directe avec les agricultures hors Union européenne, notamment d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, qui ont des pratiques qui sont d'un autre âge, que nous n'avons jamais eu au sein de l'Union européenne, mais qui, de manière générale, sont insensées. On est en 2021 maintenant, on est tous conscients de l'impact que la société humaine a sur l'environnement et que l'agriculture a sur l'environnement, c'est une réalité. Ce qui se passe notamment en Amérique du Sud et en Amérique du Nord est insensé. Et qu'aujourd'hui, sur les marchés mondiaux, sur les marchés européens, dans les étals des supermarchés, nos productions nationales et communautaires soient mises en concurrence directe, sans droit de douane, avec des productions étrangères déloyales d'un point de vue de la sûreté sanitaire et sûreté environnementale, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et avant de critiquer les agriculteurs français et les agriculteurs européens, il faut déjà que les hommes et les femmes politiques fassent en sorte que tout ce qui est mis sur le marché dans l'Union européenne respecte les mêmes règles. On y arrive pour l'automobile, on y arrive pour les jouets pour enfants, on n'y arrive pas pour ce qui est quand même la base d'une société, c'est-à-dire l'alimentation. L'alimentation. Bertrand Aumont, on a l'impression que la France est plutôt vertueuse par rapport à de nombreux pays sur son utilisation des pesticides. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
La France n'est pas spécialement vertueuse tant que ça. La France sait faire pas mal de choses et a beaucoup fait d'avancées en agronomie parce qu'il y a historiquement beaucoup de travaux agronomiques et de recherche-développement en France. Donc ça permet d'avoir beaucoup de ressources mobilisées, mais après, au final, la ferme France n'est pas du tout aussi vertueuse que ça. Après, cet argument-là, si vous voulez, oui, il existe, mais il n'est pas du tout nouveau. Quelque part, dans ce cas-là, on pourrait dire, mais il existait aussi il y a 10 ans, ou même en 2008, lors du Grenelle de l'environnement, et néanmoins, le gouvernement de l'époque a quand même décidé de dire que ce serait bien et de faire en sorte que tous les acteurs finalement co-décident du 50% de réduction. Donc, je veux dire, c'est pareil au niveau social. On voit bien que les normes sociales ne sont pas les mêmes. Néanmoins, on essaie quand même tant bien que mal. Mais c'est pas facile non plus de garder des emplois en Europe. Donc ça veut dire, oui, ce sujet-là est un vrai sujet. C'est en lien quand même, alors avec le modèle qu'on a à peine, la question des modèles qu'on a à peine développé, mais une peut-être des voies pour s'en sortir, c'est quand même, et peut-être renforcée par la crise sanitaire actuelle, l'idée que dans les territoires, ça accélère l'envie de plein de territoires, de décideurs territoriaux, pour avoir une augmentation quand même qui soit régionale et qui du coup répondent aussi à un certain nombre de critères de qualité, notamment par rapport aux pesticides. Ça veut dire que ça, c'est peut-être une des voies pour s'en sortir, sachant qu'on ne va pas tout résoudre sur les marchés, sur les normes mondiales. Oui. Olivier Andro, vous voulez réagir ? Moi, je pense que sur le message de dire il faut que tous les produits importés respectent absolument les mêmes règles que celles qu'on applique aux produits européens et aux produits français, je crois que tout le monde s'accorde. C'est une évidence. Maintenant, ça ne doit pas consister comme l'excuse principale pour ne pas avancer en ce qui concerne les productions nationales en France. Et de dire que la France, la ferme France est globalement beaucoup plus vertueuse que ce qui se passe à l'extérieur, je pense que ce n'est pas un discours qui est tenable. La réforme McCharry qui est de la PAC qui était évoquée, c'est en 1992, ce qu'on appelle l'éco-conditionnalité. Donc depuis 1992, en théorie, eh bien, l'agriculture conventionnelle est censée recevoir des aides sous réserve d'être en conformité avec des mesures de protection de l'environnement. Or, il y a plein de rapports qui montrent que ça ne marche pas. Ça n'a jamais été contrôlé, il n'y a pas de sanctions. En ce qui concerne le principe d'éco-phyto, ça fait maintenant plus d'une décennie. Là non plus, ça ne marche pas. On se rend compte que, non pas l'utilisation en volume, mais l'utilisation en termes d'intensité des pesticides continue à augmenter. Donc, échec total. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les pouvoirs publics français et européens pour arriver à une véritable transition agricole et pour développer de manière très significative la bio. Et sur ce point, je voudrais donner juste 2 chiffres. En France, la surface agricole utile en bio, c'est de l'ordre de 8%. En Italie, eh bien, c'est 2 fois plus. Et vous nous faites la transition vers notre 3e thème. Quel modèle agricole pour demain ? Vous nous le dites, la France n'est pas forcément plus vertueuse que d'autres pays. Il y a eu aussi peut-être des reculs dernièrement sur ces sujets. Joël Labbé, alors comment voir l'avenir aujourd'hui en France ? Oui, pour l'avenir, on parle beaucoup de relocalisation dans tous les domaines. Le domaine alimentaire est essentiel. Cette notion d'agriculture mondialisée, c'est un non-sens pour nous, mais comme pour les pays du Sud. Parce qu'aller dire qu'on fait tout ça pour aller nourrir la population de la planète, on sait que c'est faux. Maintenant qu'il continue à y avoir des échanges, c'est absolument normal. Mais sur les territoires, tout ce qui peut être consommé, et les territoires au sens large, ce qui peut être consommé sur place, soit produit sur place, sur les territoires, qu'on mette en place dans le cadre de projets alimentaires territoriaux. Là, ce sont des outils extraordinaires qui mériteraient véritablement d'être aidés beaucoup plus et impulsés. Et à la faveur de la crise, est-ce que justement vous diriez qu'il y a une prise de conscience gouvernementale ? On le voit par exemple dans le plan de relance, le gouvernement a annoncé tout un plan protéines dans le cadre du plan de relance. Ça fait partie de cette volonté de relocaliser ces protéines qui très souvent sont importées d'Amérique latine ? Oui, absolument. Par contre, pour ça, il faut vraiment se donner les moyens. Le plan protéines, il faut véritablement qu'il y ait une planification dans le temps, de telle sorte que, en plus, les agriculteurs qui s'y mettent sur les nouvelles cultures de protéines, il faut qu'ils soient assurés d'avoir les débouchés.
il faut que l'agro-industrie s'engage à faire marcher le local également. Et pour le moment, comme on est au prix globalisé le moins cher possible, l'agriculture française ne fait pas le poids, alors qu'elle est bien meilleure qu'un certain nombre d'autres, j'en conçois, notamment de l'Amérique du Sud. Mais cette logique-là fait que nos industriels préfèrent importer d'Amérique du Sud que les productions françaises, parce que la logique, elle est uniquement business, et ça ne peut absolument pas durer. Avec les projets alimentaires territoriaux, on peut remettre en place les systèmes polyculture-élevage sur les territoires. La question des rotations de cultures qui sont essentielles, toute la question de réintégrer l'agronomie au plus haut point dans les systèmes agricoles, fait que c'est comme ça que l'on pourra avancer. Voilà les avancées. Blondeau, vous entendez Joël Labbé. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à aller vers cela, vers plus d'agronomie? Et ça demande vraiment de changer aussi les habitudes, la polyculture, faire tourner comme ça les cultures pour ne pas appauvrir les sols? Je pense que c'est déjà le cas. Je m'inscris totalement en faux par rapport à ce qu'a pu dire le représentant des consommateurs parisiens. La réalité, c'est que l'agriculture a déjà le représentant des consommateurs tout court. Mais qui, en l'occurrence, ne doit bien connaître la ruralité et la campagne et l'agriculture, parce que les pratiques ont déjà changé. Les rotations se sont allongées. On est passé, en Beauce, on est passé de blé, orge, colza, si on simplifie, à des cultures beaucoup plus longues, avec l'introduction de protéagineux, justement, de lin, de pois, de chanvre, de févrole. Les pratiques changent déjà. En effet, il faut se donner les moyens de les accompagner. Il y a un départ sur le plan de relance, mais sur un volet en particulier, de l'agroéquipement. Donc les matériels qui permettent de réduire l'utilisation des pesticides. C'est le premier objectif. 20 millions d'euros de budget. Les appels à projets ont été ouverts le 4 janvier. Le 5 janvier, il y avait 70 millions de budget qui étaient consommés. Donc on voit bien que les agriculteurs sont volontaires pour avoir des moyens techniques d'utiliser le moins de pesticides, pour adapter leurs pratiques culturelles. On l'a bien vu avec les élèves de l'école de la Saussay. On voit bien que l'approche de l'agriculture n'est pas du tout la même. Que les jeunes générations ont parfaitement intégré les attentes de la société, l'exigence d'avoir une approche de l'agriculture un petit peu moins dans la continuation de ce qui se faisait avant et beaucoup plus de pragmatisme, de diversité, moins de dépendance aux pesticides. Et juste pour terminer sur le sujet, on a, je pense, une opportunité énorme. En France, il y a 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite d'ici 8 ans. C'est un défi colossal en termes de renouvellement des générations en agriculture et donc de maintien de notre souveraineté alimentaire. Ces jeunes générations qui sont aujourd'hui dans les écoles agricoles ou qui y seront demain ont besoin d'être le mieux accompagnés possible pour sortir des dogmes, sortir des clichés et avoir une agriculture la plus résiliente possible. Et il faut vraiment que tous, notamment les hommes et les femmes politiques, aient conscience de cette opportunité que nous avons dans les années à venir. Bertrand Aumont, on en vient finalement à un sujet qu'on a abordé au début de ce débat, la nécessité de changer les habitudes et de changer aussi les formations pour ces jeunes agriculteurs qui vont bientôt arriver sur les exploitations et commencer à travailler. Oui, alors on l'a évoqué tout à l'heure effectivement et M. Blondeau vient de le redire. Alors je pense que les jeunes générations, c'est pas aussi simple que ça. Difficulté notamment par l'enseignement agricole. Encore une fois, c'est par exemple aujourd'hui si on voulait envoyer tous les élèves des lycées dans des fermes, soit en bio, où il n'y a pas que le bio, on en reparlera tout à l'heure, dans des fermes qui changent vraiment très sensiblement leur manière de produire, eh bien on aura une difficulté qui est qu'il n'y en a pas assez pour les envoyer. Donc ça veut dire que c'est pas si simple, c'est un peu l'œuf et la poule. À un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un mouvement beaucoup plus massif de changement pour que, au-delà des cours qu'ils ont dans les lycées, qu'ils puissent effectivement avoir accès à des choses différentes. Alors, heureusement, si on voit ça de façon positive, Bertrand Aumont, justement pour construire l'agriculture de demain? Ça veut dire que, justement, le développement de la bio est une très bonne chose, d'accord, mais il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas baser tout là-dessus, ne serait-ce que parce que même si on avait 30% de bio, ça ne résoudrait pas suffisamment les problèmes de santé et d'environnement. Donc ça veut dire qu'à la fois, il faut faire ça, mais il faut aussi ne pas lâcher sur le changement à faire dans ce qu'on appelle l'agriculture non bio. Je préfère l'appeler non bio que conventionnelle, parce que conventionnelle, ça veut dire qu'elle est figée, alors que de fait, on considérait qu'elle n'est pas forcément figée. Et il faut aussi travailler beaucoup sur l'agriculture non bio, pour les raisons de santé, d'environnement, de qualité des produits, de système alimentaire. Et ça veut dire notamment mobiliser, et en termes de modèle, tout est lié. Si on mobilisait ce qui est déjà disponible aujourd'hui,
on économiserait de l'ordre de 30 à 50% de phytosanitaire, sans changer forcément complètement le modèle au sens, alors c'est pas que je veux tenir ce modèle, mais c'est quand même plus facilement atteignable que d'avoir un modèle totalement différent où la France est plutôt exportatrice. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve dommage, franchement, c'est que sous prétexte de changement de modèle radical, eh ben, du coup, ça fait 15 ans qu'on ne change pas le modèle existant. Alors qu'en fait, une très grosse réduction des phytos reste compatible avec pratiquement le même modèle. Donc c'est quand même dommage de ne pas en profiter, quoi. Allez, on arrive au terme de ce débat. Le mot de la fin, Olivier Andro, quel modèle de l'agriculture pour demain, eh bien, pour répondre aux attentes des consommateurs pour vous? Écoutez, tout d'abord, je voudrais indiquer que nous ne représentons pas les consommateurs parisiens bobos, puisque sur les 1,9 million de consommateurs qui reçoivent une eau polluée en pesticides, donc qui dépassent les limites maximales de résidus, eh bien, ils se trouvent tous dans des zones rurales où il y a une agriculture intensive. Première chose. Deuxièmement, ce n'est pas nous qui faisons cette observation, c'est la Cour des comptes française, la Cour des comptes européenne. Et en ce qui concerne le modèle agricole, effectivement, je rejoins ce qui a été dit par le dernier intervenant, en m'appuyant tout simplement sur le rapport qui avait été remis par l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique, suite à cet objectif qui est déjà ancien, qui avait été fixé par Nicolas Sarkozy, de réduire par 2 l'utilisation des pesticides. Et qui disait 2 choses, c'est-à-dire, oui, effectivement, il faut investir et augmenter massivement le bio, mais pas seulement. Il faut effectivement des agricultures, donc certes pas conventionnelles, mais qui soient beaucoup plus protectrices de l'environnement. Donc c'est effectivement sur ces 2 aspects qu'il faut agir. Encore faut-il que les pouvoirs publics donnent les éléments, fassent un transfert des aides vers des modifications pratiques qui soient significatives. Et là, nous avons une opportunité qui est les négociations actuelles au niveau de la PAC. Voilà, on va terminer ce débat sur une opportunité. Donc merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat et on se retrouve très bientôt sur Public Sénat pour un nouveau numéro d'Un Monde en Doc.